Ok, bonjour tout le monde. J'ai 8 heures et je vais donc recommencer. Et je reprends ici, là où on s'est quitté hier matin, avec les relations de différents types de bactéries ou les relations de différents types de bactéries à l'oxygène, au dioxygène. J'espère que tout le monde a vu que je vais envoyer un petit correctif par le mail hier. En effet, il y avait une erreur dans la diapositive hier. Donc, les bactéries qui peuvent pousser en présence et en absence de l'oxygène, mais qui poussent mieux en présence d'oxygène, sont des anaérobies facultatifs. Sur la diapositive hier, il y avait une erreur. Alors, avant de quitter l'oxygène, je voudrais juste faire un petit point de détail sur comment on fait pour cultiver les anaérobies strictes. Donc, un élément important en bactériologie, toujours aujourd'hui, c'est l'isolement d'une colonie sur une boîte de gélose, parce qu'une colonie, c'est dérivé d'une seule cellule bactérienne. Et donc, si on veut établir une culture pure, l'étape d'étalement sur boîte et l'isolement d'une colonie, c'est une étape importante. Donc, on peut voir aisément comment ça va marcher pour les bactéries qui sont aérobies, anaérobies aérotolérantes ou les anaérobies facultatifs. Mais pour une anaérobie stricte, c'est pas clair comment elle pourra pousser en colonie à la surface d'une boîte de gélose, parce que la surface est en contact avec l'air, clairement. Alors, pour le faire, ce que l'on utilise couramment, ce sont des sortes de cloches anaérobies dans lesquelles on peut entasser des boîtes de pétri. Et là, à l'intérieur, on pose un sachet de produits chimiques dans lequel on rajoute de l'eau. Et dans ce sachet, on a un mélange de borohydride de sodium et d'acide ascorbique, et d'acide ascorbique et de bicarbonate de sodium. Et lorsqu'on ajoute de l'eau à ces poudres, les deux vont rentrer dans une réaction chimique qui dégage du dihydrogène. Et là, dans le couvercle de la cloche, on a un catalyste en palladium qui va favoriser la réaction de ce dihydrogène avec le dioxygène qui est présent dans l'atmosphère ici. Et donc, tout le dioxygène sera épuisé par le dihydrogène qui est dégagé par les réactions chimiques entre ces différentes poudres et l'eau. Et donc, on peut créer une atmosphère qui est totalement anaérobie en épuisant l'oxygène qui est présent. Et c'est ça qui permet de techniquer facilement les bactéries anaérobies en laboratoire. Donc ça, c'est juste une petite astuce technique, comment on fait pour cultiver les bactéries anaérobies. Alors, prochaine condition environnementale que les bactéries doivent gérer, c'est le pH de milieu externe. Et un peu comme la température, les bactéries poussent à des pH préférentiels. Donc, ils ont des préférences pour pousser soit au pH neutre, soit au pH acide, soit au pH alcalin. Donc, les bactéries qui poussent mieux autour de pH 7, avec plus ou moins 1,5 unité d'unité de pH, sont des bactéries neutrophiles. Les bactéries qui préfèrent les conditions acides, qui poussent mieux à des pH inférieurs à 5,5, sont des bactéries acidophiles, et l'inverse, ce sont des bactéries alcalophiles. Alors, ici, j'ai laissé ça un petit peu vide, car parmi les acidophiles, on a un bon nombre de bactéries avec un optimum de pH pour la croissance entre 4 et 5. Ça va être le cas pour, par exemple, Lactobacillus. Mais il y a aussi des extrémophiles chez les bactéries acidophiles, comme le sulfolobus et ferroplasma,
leur optimum de pH va être à peu près 2. Donc, on les trouve un peu dans différents environnements. Lactobacillus, comme on verra tout à l'heure, c'est une bactérie importante ou un genre qui comprend les bactéries importantes dans la fermentation. Donc, elles vont vivre pas tellement dans des environnements extrêmes, mais dans les environnements qui ont un pH acide à cause de la fermentation et la libération de produits de la fermentation qui sont acides. Tandis que Sulfolobus ferroplasma, ce sont des extrémophiles qui vont vivre dans les sources d'eau chaude avec un pH très très acide. Bon, pas forcément sources d'eau chaude, mais des régions avec une géologie qui est très très acide. Et pareil pour les bactéries alcoolophiles, on va les retrouver dans des lacs alcalins que l'on retrouve à certains endroits. Donc des niches écologiques un peu particulières. Alors, le problème un petit peu pour les bactéries, c'est que même quel que soit le pH du milieu externe, le pH de cytoplasme de la bactérie doit rester neutre ou proche du neutre. Parce que toute la charge de surface des protéines, avec des groupements amines et des groupements carboxylates, est sensible au pH du milieu. Et si ce pH ne reste pas en certaines limites, les protéines risquent de se précipiter ou se dénaturer. Et ça va causer un gros problème pour la bactérie. Donc, les bactéries possèdent une certaine capacité d'homéostasie pour régler le pH de leur cytoplasme. Et donc là, je vais présenter juste un exemple avec la bactérie Escherichia coli, qui est neutrophile, mais qui peut pousser à des pH légèrement acides et légèrement alcalines. Alors, lorsque l'Escherichia coli est confronté aux conditions acides, ça veut dire que la concentration en protons est élevée à l'extérieur de la bactérie. Et si la bactérie ne fait rien, on aura un équilibre de pH entre l'extérieur et le cytoplasme de la bactérie. Et ça va poser des problèmes. Donc, ce qu'elle doit faire, c'est de lutter contre la tendance aux protons de rentrer dans la bactérie, et elle va devoir en exporter. Et pour cela, une des choses qu'elle peut faire, c'est de faire tourner l'ATP synthase dépendant de protons à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'importer des protons et synthétiser de l'ATP, la bactérie va dépenser de l'ATP et exporter des protons de son cytoplasme, juste pour maintenir un pH proche du neutre dans le cytoplasme. Sinon, elle va avoir des effets toxiques. Et l'autre chose qu'elle va faire, c'est d'exprimer des protéines chaperones qui vont éviter la dénaturation des protéines ou aider aux protéines dénaturées à se replier pour maintenir leur fonction. Alors, à l'inverse, lorsque les conditions à l'extérieur de la bactérie sont trop alcalines, donc on a un déficit de protons ou un excès d'ion hydroxyle, là, on aura une tendance pour la bactérie on aura une tendance au pH entre le cytoplasme et l'extérieur de se rééquilibrer, et le cytoplasme aura tendance à s'alcaliniser. Et donc, dans ce cas-là, la bactérie a besoin d'essayer de capter le maximum de protons. D'accord ? Donc, ce qu'elle va faire, c'est d'exprimer un proton, un antiporteur sodique protonique qui va lui permettre de exporter le sodium et importer les protons contre le gradient de concentration des protons, et ainsi maintenir le pH à l'intérieur de la bactérie un peu plus acide
un peu plus acide que le pH à l'extérieur. Donc ça aussi, il faudrait dépenser de l'énergie parce qu'à un moment donné, il faudrait réimporter le sodium. Et ça va coûter de l'énergie à la bactérie. Alors, à nouveau, il faut exprimer les protéines chaperones. Et la bactérie, ce qu'elle peut faire aussi pour essayer d'acidifier le milieu externe, c'est d'augmenter son activité fermentaire et exporter des produits de fermentation acide qui vont neutraliser le pH à l'extérieur. Donc, elle peut modifier un petit peu son métabolisme pour essayer de tamponner le milieu à l'extérieur de la bactérie. Alors, la prochaine condition environnementale, c'est la concentration en sel. Et pareil, le cytoplasme de la bactérie garde une concentration en sodium constante. Et elle doit lutter contre, un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que toutes les protéines, tous les enzymes de la bactérie vont fonctionner à une force ionique qui est dans entre certaines limites. Et si on a trop ou pas assez de sodium à l'intérieur de la cellule, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça que la plupart des bactéries sont plutôt non halophiles. On n'a pas vraiment de terme pour ça, mais qui vont pousser à une concentration de NaCl optimale autour de 0,2 molaire. Donc le chlorure de sodium isotonique pour nos cellules, c'est à peu près 142, 150 millimolaires. Et pour la plupart des bactéries, la concentration de NaCl à l'extérieur des bactéries optimale, c'est proche de ce chiffre-là, donc pas trop différent. Mais néanmoins, la plupart des bactéries peuvent continuer à pousser, même quand la concentration en sel est très faible, ou alors jusqu'à une concentration à peu près 1 molaire. Et ça, c'est supérieur à ce que l'on a dans l'eau de mer. Donc, si on déverse les bactéries des eaux usées directement dans l'eau de mer, toutes les bactéries qui sont présentes dans les fesses vont en réalité être capables de survivre un petit peu dans l'eau de mer. Ce n'est pas toxique pour cette concentration en sel. Alors, au-delà de 1 molaire en concentration en sel, c'est que les bactéries halotolérantes ou halophiles qui peuvent pousser. Donc les bactéries halotolérantes préfèrent en réalité une concentration en chlorure de sodium autour de 0,2 molaire, mais elles peuvent survivre et continuer à pousser à des conditions de saline un peu plus salées. Donc l'exemple classique, c'est le genre Staphylococcus. Comme on avait vu avec le milieu de Chapman, avec une concentration en sel de 75 grammes par litre, c'est un milieu sélectif pour les staphylocoques parce que la plupart des bactéries ne supporteront pas une concentration en sel au-delà de 1 molaire. Alors, les bactéries halophiles et halophiles extrêmes diffèrent des bactéries halotolérantes car leur concentration optimale de chlorure de sodium va être supérieure à 1 molaire pour la croissance. Donc les bactéries halophiles, on va dire, elles préfèrent la présence de NaCl à peu près 2 molaires avec une marge de 1 molaire ou 1,5 molaire de chaque côté. Et les halophiles extrêmes préfèrent le NaCl pratiquement à des conditions saturantes. Alors, les exemples de bactéries halophiles, donc j'ai trouvé le Ectothiorhodospira, qui est une bactérie pourpre non sulfureuse, qui est une bactérie à une organo-hétérotrophe, donc une bactérie pourpre non sulfureuse qui vit dans des marais avec des conditions de sel assez élevées, donc des conditions anoxiques avec une forte concentration en sel et en présence de matière organique.
des halophiles extrêmes. Donc, Halobacterium, c'est à nouveau une archéobactérie qui est capable de pousser un petit peu dans la mer morte. Ou des conditions, ouais, des lacs avec des concentrations en sel très très élevées. Alors, on va revenir chez les bactéries un peu standards, pas particulièrement halophiles, mais qui peuvent néanmoins résister à des conditions à des concentrations en NaCl entre 50 millimolaires jusqu'à 1 molaire. Et elles doivent être capables de faire face à des milieux extérieurs qui sont soit hypotoniques, avec une faible concentration en sel, ou alors hypertoniques, avec un excès de chlorure de sodium à l'extérieur. Et dans les deux cas, elles doivent maintenir enfin, voilà, on va voir. Donc, on a, voilà, les problématiques, c'est un peu différent. Alors, en conditions hypotoniques, quel est le problème pour la bactérie? Le problème, c'est que on aura tendance... Ah non, hypertonique d'abord, excusez-moi. En conditions hypertoniques, quel est le problème? Le problème, c'est que l'eau va avoir tendance à diffuser à l'extérieur de la bactérie en suivant la force ionique pour équilibrer, juste par équilibre chimique. Et si la bactérie ne fait rien, tout son cytoplasme va se déshydrater et rien ne fonctionnera. Donc, une réponse physiologique chez beaucoup de bactéries, c'est d'accumuler ce qu'on appelle des solutes compatibles, qui sont des petites molécules organiques qui portent des charges. Donc, proline, glutamate, c'est-à-dire certains acides aminés, choline ou la glycine bétaïne. Donc, la glycine bétaïne, c'est cette molécule-là. Et on voit qu'on a deux charges sur cette petite molécule, une charge négative et une charge positive, mais elle ne va pas beaucoup modifier le pH de l'intérieur du cytoplasme. Donc ça va augmenter la force ionique à l'intérieur de la bactérie et la permettre de retenir l'eau. Alors, chez les halophiles extrêmes tels que Halobacterium, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accumuler le potassium à l'intérieur de la bactérie pour compenser la forte concentration de sodium qui était à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. Donc, cette histoire de solutes compatibles, il y a beaucoup de bactéries qui font ça. Alors, en conditions hypotoniques, le problème, c'est l'inverse. Le problème, c'est que la force ionique à l'intérieur de la bactérie est plus élevée que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, l'eau aura tendance à diffuser de l'extérieur vers l'intérieur de la bactérie. Et ça va augmenter la pression osmotique à l'intérieur de la bactérie et stresser la paroi. Donc, la paroi est très résistante, donc les bactéries peuvent résister à cette force osmotique, mais il y a quand même des limites. Donc, il faut, faut essayer de réduire le stress osmotique à laquelle est confrontées les bactéries dans des conditions hypotoniques. Et dans ce cas-là, ce qu'elles vont faire, les bactéries, c'est réduire la concentration de ces solutes compatibles dans les corps d'inclusion. Donc, au lieu d'avoir du glutamate, de proline ou de glycine bétaïne libre, elle va les polymériser. Donc, on aura moins de ces ions présentes ou ces solutes portant un charge libre dans le cytoplasme. Et donc, ça va diminuer la force osmotique qui attire l'eau dans la bactérie. Et l'autre chose qu'elle peut faire, si vraiment le stress osmotique est trop élevé, c'est de carrément libérer, sécréter des solutes via des pores mécanosensibles dans la membrane plasmique. Donc, si la cellule bactérienne subit une force osmotique trop importante, elle va relarguer des solutes. Mais ça, c'est un peu...
c'est un peu une réponse de survie extrême parce que on ne veut pas non plus essayer de relarguer trop de matière organique parce que ce sont des choses que la bactérie a tendance à accumuler. Alors, lié à la concentration en sel, c'est quelque chose qu'on appelle l'activité de l'eau, qui est extrêmement importante pour la croissance bactérienne. Donc, et ça, c'est vrai et c'est un concept qui est très important dans la microbiologie des aliments en particulier. Et le concept de l'activité de l'eau, pour simplifier, c'est un peu de dire que, OK, j'ai mon substrat, et mon substrat, ça peut être un morceau de viande, un morceau de fromage, un yaourt, etc. Mais l'eau qui est dans mon substrat n'est pas forcément 100% disponible. Donc si je compare dans mon super schéma ici, un contenant ici qui est composé simplement de molécules d'eau. Toutes ces molécules d'eau sont disponibles et peuvent partir par évaporation à toutes les surfaces de mon volume. Or, ici, j'ai représenté le même nombre de molécules d'eau, mais dans mon substrat, j'ai mis quelques polymères qui sont hydratés. Et donc, les molécules d'eau ici sont impliquées dans les ponts hydrogènes avec mes macromolécules, ce qui fait que même si j'ai la même quantité d'eau dans le même volume, en fait, toutes ces molécules d'eau ne sont pas disponibles pour être impliquées dans un processus chimique. Et donc, si la bactérie veut pousser dans cette substrat ici, toute l'eau qui est présente n'est pas vraiment disponible pour la bactérie. D'accord? Donc, moins l'eau dans le substrat est disponible, moins elle peut s'évaporer. D'ailleurs, elle plutôt. Et ça, c'est ce qui nous donne la possibilité sur n'importe quel matériel, mais en général, ce sont des aliments. On peut mesurer l'activité de l'eau dans l'aliment en mesurant l'humidité relative dégagée par cet aliment. Donc techniquement, on va mettre en place un dispositif pour mesurer l'humidité relative qui est dégagée par notre aliment. Et l'activité de l'eau, c'est un centième de ça. Pour mettre l'échelle, pas entre 0 et 100%, mais entre 0 et 1. Donc, okay, avec l'humidité qui est dégagée par de l'eau pure, ça va nous donner humidité 100%, d'accord, à l'équilibre. Tandis que mon aliment qui dégage un peu moins d'eau, il va avoir une humidité relative plus faible. Alors, ça, j'ai toujours des problèmes avec l'activité de l'eau, mais donc je pense que c'est utile de poser une question comme ça pour voir si tout le monde a compris le concept. Ok, j'ai pas mal de votes là. On va voir ce qu'on dit.
Ok, la réponse 1, correct. Ça, c'est vrai, tout le monde a compris ça. Globalement, c'est l'échelle qui va de 0 à 1. Si la valeur est 1, plus elle est forte, plus on a de l'eau disponible dans l'aliment. 0, on a 0 eau disponible. C'est un truc totalement déshydraté. 1, toute l'eau dans l'aliment est disponible pour des processus chimiques ou biologiques. Donc ça, c'est correct. 2 et 3. 2, il y a des gens qui ont choisi ça. C'est pas vraiment ça. Okay, 2, c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'activité de l'eau est liée, c'est pas totalement indépendant, c'est lié à la teneur en eau, mais en fait, pour la même teneur en eau, on peut avoir une activité de l'eau qui est différente parce que ça dépend du solute et de ce qu'il y a dans le reste de notre substrat, notre aliment, pour savoir jusqu'à quel point ça retient l'eau. Donc, il y a une relation, mais c'est pas direct, d'accord? Donc, c'est pas vraiment la même chose. Donc, c'est pas équivalent. La réponse 3, ça, c'est l'inverse, d'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre ici. Donc plus l'activité d'eau est forte, ça veut dire que plus j'ai d'eau disponible. Mais si j'ai beaucoup de sel dans ma solution, en fait, cette sel, cette NaCl, les ions, vont être en interaction avec les molécules d'eau qui vont entourer les ions de chlore et l'or de sodium. Et donc cette eau-là qui entoure les ions de sodium et de chlore ne sera pas disponible pour la bactérie pour pousser. Donc plus la concentration en sel est forte, l'activité de l'eau sera plus faible. D'accord? Donc c'est un peu ça la relation entre les deux choses que l'on vient de voir. Donc ça, c'est l'inverse. Donc, dans une solution forte en sel, l'activité de l'eau sera faible. Donc ça, c'est le truc qu'il faut vraiment bien saisir. Et la réponse 4, ça c'est aussi une réponse vraie, ça. Totalement ça. Bon, ben, ils n'arrêtent pas avec ça, les chimistes, ils ont des trucs là, et puis des formules. Mais néanmoins, c'est un peu comme tout que les chimistes inventent malgré nous, c'est utile, quoi. C'est utile de comprendre au moins le principe parce que ça va être très important. Et c'est très important parce que l'activité de l'eau est quelque chose qui est très fortement lié à la conservation des aliments. Alors, là, j'ai noté dans ce tableau l'activité de l'eau, le AW, ou le minimum que peuvent supporter différents types de bactéries. Et j'ai donné quelques exemples d'un substrat où on trouve une activité de l'eau de cet ordre-là. Donc pour tout ce qui est aliments frais, d'accord, que ce soit des légumes, des viandes ou des fruits, la teneur en eau sera un peu différente, mais en réalité, l'activité de l'eau sera très très élevée, entre 0,98 et 1. Donc pratiquement toute l'eau est disponible. Ça veut dire que n'importe quelle bactérie peut pousser sur ce type d'aliment. D'accord? Alors, si on réduit un petit peu, donc les bactéries à grand moins, pour la majorité, elles ne vont pas pousser à une activité de l'eau inférieure à 0,98. Donc si on réduit l'activité de l'eau, on aura de moins en moins de bactéries qui arriveront à pousser sur ce type d'aliment. Donc le pain qui sort du four, ok, c'est moelleux, mais en fait on n'a pas autant d'eau que ça dans du pain. Donc l'activité de l'eau, c'est à 0,95. Les bactéries à gramme moins ne vont pas pouvoir pousser sur du pain. Les bactéries à gramme plus, ben peut-être. Si on réduit encore un petit peu, une activité de l'eau à 0,90, c'est ce qu'on trouve dans un jambon. La plupart des bactéries à gramme moins ou à gramme plus ne vont pas pouvoir pousser sur ce jambon. Mais les coques à gramme plus, ça va y aller. Elles peuvent pousser sur du jambon.
si on dessèche un petit peu encore notre aliment, un salami ou ouais, la rosette ou quelque chose comme ça, l'activité de l'eau, ce sera 0,85. Donc, la plupart des bactéries ne peuvent pas pousser sur ça, uniquement les staphylocoques. Comme on avait vu, les staphylocoques sont halotolérantes. Et donc, elles arrivent à pousser sur des aliments avec une activité de l'eau un peu plus faible. Alors, si on réduit encore plus, là, en une activité de l'eau de 0,7, ça c'est du blé, les graines de blé, de l'orge, toutes les céréales. Ce sont des graines qui sont plutôt déshydratées. L'activité de l'eau c'est 0,70. Pareil pour le saucisson sec. Pratiquement aucune bactérie peut pousser sur ce type de matrice. Et finalement, lorsqu'on arrive ici, ça c'est les pâtes, les aliments déshydratés comme des nouilles, dont des nouilles instantanées. On n'a pratiquement pas d'eau là-dedans. Là. On est à 0,6 ou inférieur à ça, les aliments déshydratés. Donc, plus ou moins on a d'activité de l'eau, plus notre aliment pourrait être conservé à température ambiante. J'ai aussi mis ici des mycètes, des moisissures, parce que pour les aliments à activité d'eau intermédiaire, ce n'est plus tellement les bactéries qui posent des problèmes, c'est plutôt des moisissures. Donc, notamment pour tout ce qui est dans des stockages de graines de blé ou de riz ou de l'orge. Le problème, c'est lorsque ces grains sont un peu mouillés, c'est ça qui peut permettre la croissance des moisissures. Donc Aspergillus et éventuellement Penicillium, si les graines sont vraiment un peu humides. Donc ce n'est pas tellement une contamination, dégradation que par les bactéries qui est importante pour la conservation de céréales, c'est plutôt des moisissures. Alors, si on met tout ça ensemble, l'impact du pH, de l'activité de l'oxygène, de la température, non, pas de l'activité, pH, disponibilité d'oxygène, l'activité de l'eau et la température, ensemble, c'est ça qui nous permet d'avoir des technologies de conservation des aliments. Donc, par exemple, un pain industriel qu'on peut acheter au supermarché, son activité de l'eau dans le produit, ça va être proche de 0,95, peut-être un peu moins que ça dans un pain industriel. Mais ce qui va être important, donc l'activité de l'eau sera relativement faible, la plupart des bactéries ne pourront pas pousser, les moisissures pourront pousser sur ce pain, parce que l'activité de l'eau est suffisante pour permettre leur croissance. Donc tout le monde sait ce que c'est du pain moisi, quoi. Mais la conservation est assurée par une atmosphère qui est sans oxygène. Donc à l'intérieur de notre emballage en plastique, là, on n'a pas juste de l'air avec 20% de dioxygène, on a une atmosphère composée de azote et de CO2. Et ça, c'est important parce que les moisissures sont des micro-organismes aérobies obligatoires. Elles ont besoin d'oxygène pour pousser. Donc, si on met notre aliment dans un emballage, ce n'est pas sous vide, mais sous atmosphère sans oxygène, les moisissures ne peuvent pas contaminer notre pain là. Et si vous regardez dans le supermarché, de temps en temps, vous avez un truc qui est un peu moisi à l'intérieur, c'est parce que l'emballage a été abîmé. Et donc, l'oxygène a pu rentrer dans l'emballage. Et les spores qui étaient présentes dans, éventuellement dans la farine ou lors du processus de production ont réussi à germer et ont poussé pour contaminer le pain. Alors, ça, c'est une autre merveille de la conservation des aliments. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est, ça? Est-ce que vous mangez ça de temps en temps? Qu'est-ce qui mange ça? Quelqu'un a ça dans sa maison, au moins? Moi, j'ai ça, moi. C'est mon chien qui mange ça. D'accord? Donc, la nourriture pour chien et pour chat, en granulé comme ça, on achète un gros sachet.
on le pose à un coin de la cuisine et il ne s'altère pas, il n'est pas contaminé. Et le chien, il peut le manger pendant des semaines et des semaines, et le truc, il n'est jamais contaminé ni par les bactéries, ni par les moisissures. Et ça, c'est parce que l'activité de l'eau est très très faible dans ces aliments-là. Et c'est ça qui permet la conservation à température ambiante pendant, parfois, plusieurs semaines. Alors, le fromage, c'est un autre exemple de conservation des aliments. On a un pH qui est acide et on a quelque chose qui est relativement concentré, donc l'activité de l'eau à l'intérieur, il est relativement faible. Et aussi, on a la croûte qui empêche la colonisation par d'autres micro-organismes. Donc, on a une combinaison des choses ici. Donc, on a un intérieur qui n'a pas d'oxygène, on a un pH qui est acide et on a une activité de l'eau qui est relativement faible. Donc, là, ça va durer plusieurs mois lors de l'affinage du fromage. Et ça permet de le garder toute l'année pour pouvoir manger. Et aussi, on conserve au frigo. Mais normalement, les fromages, on ne conserve pas au frigidaire, hein, conservé dans la cave. Hein. Le fromage, ça existe avant la réfrigération. Et puis, là, on a un yaourt. Donc ici, on a un pH acide, mais l'activité de l'eau est très élevée. Donc, il y a beaucoup de bactéries qui peuvent pousser si elles sont un petit peu acidophiles. Donc, pour limiter la croissance bactérienne, il faut les garder au frais, les yaourts. Si on garde à température ambiante, la durée de vie va être un peu raccourcie. Okay? Donc, ces différents facteurs qui influencent la croissance des bactéries, c'est vraiment très, très important dans toute l'industrie agroalimentaire. Ok, donc la dernière condition qui peut influer sur la croissance bactérienne, ce sont les radiations, et clairement, les radiations sont nocives pour les bactéries, un peu comme pour nous. Donc, les radiations ionisantes, alpha, bêta ou gamma, vont être toxiques. Il y a une utilisation là-dedans, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces rayonnements pour stériliser les plastiques qui ont une utilisation soit en soins médicaux ou pour les plastiques stériles à utilisation unique qu'on utilise dans le laboratoire. Parce que ces plastiques-là ne sont pas thermostables, elles ne vont pas supporter un passage à l'autoclave. Les boîtes de pétri en plastique que vous allez techniquer au laboratoire, c'est stérilisé par rayon gamma. Les ultraviolets, les A, B ou C, plus on s'éloigne du spectre de lumière visible, plus on augmente dans l'alphabet. Donc, C, on a la longueur d'onde le plus courte, A, c'est la longueur d'onde plus longue. Et évidemment, plus la longueur d'onde est courte, plus il y a d'énergie dans le rayonnement, et plus ce rayonnement est nocif et dangereux pour les bactéries et pour nous. Et en particulier, ce sont des UVB et des UVC qui posent un danger pour les bactéries. Donc, encore une fois, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, sauf que les UVC peuvent être utiles pour stériliser de l'eau. Et aussi, je ne sais pas si vous avez pris l'avion post-Covid et tout ça, dans la partie où on passe des bagages pour le contrôle sécurité. Moi, j'ai vu dans certains aéroports, il y a des trucs qui passent dans une boîte avec des UVC. Et ça, c'était installé lors de l'époque de Covid pour essayer de protéger, de prévenir les transmissions d'agents pathogènes qui auraient pu contaminer la surface des bagages que les agents allaient toucher. Donc, les UVC, on peut les employer pour certaines utilisations, pour stériliser de l'eau ou stériliser la surface de différents objets. Ok, donc là, je vais m'arrêter là. Bon, là, oui, l'autre chose à dire pour ça. Donc, UVA, UVB et la radiation ionisante, les bactéries qui poussent à la surface ou proche de la surface de la planète sont un peu exposées à ces rayonnements.
Donc, le problème majeur, c'est les lésions de l'ADN. Donc, les bactéries ont des mécanismes de réparation de l'ADN qui permettent à résister à ce type de rayonnement. Et donc, par exemple, les bactéries qui vont vivre très haut dans les lacs, dans le lac Titicaca, à très haute altitude, le rayonnement UV est plus fort que ici. Donc, ces bactéries-là, elles sont costauds pour leur résistance au rayonnement. OK, alors le résumé ici, donc il faut connaître les termes techniques pour la température, l'acidité, etc. Connaître la définition, qu'est-ce que c'est qu'une bactérie mésophile, thermophile, qu'est-ce que c'est qu'une bactérie qui est anaérobie facultative, aérobie, microaérophile, etc. Donc il faut connaître les définitions et c'est bien de connaître un exemple d'une bactérie qui est dans chaque catégorie. Pour la température, le pH, la salinité, connaître aussi un petit peu les mécanismes qu'emploient les bactéries pour contrôler leur environnement interne, donc la physiologie bactérienne. Pour les radiations, bon, bah, juste quelle radiation utiliser pour stériliser quel type de truc. Ok, donc sur ce, je vais finalement commencer le CM4. Et pour cela, je vais donc notre objectif, ce sera de voir tout ça dans les 40 minutes qui suivent, plus prochain cours. Donc on va faire tout ça en 2 heures. Mais je pense que ça ira. Donc l'objectif ici, c'est de, en ces 2 heures, de voir et de comprendre comment font les bactéries pour générer de l'énergie métabolique. Et on les organo-hétérotrophes, et on regardera ça d'abord chez des organo-hétérotrophes qui peuvent pousser en l'absence d'oxygène et qui extraient ou qui génèrent leur énergie par un processus de fermentation. Et on regardera plusieurs exemples. Ensuite, on va regarder la respiration, la génération d'énergie métabolique à partir de molécules organiques, mais en présence d'oxygène ou d'un autre accepteur d'électrons inorganiques. Et on terminera par les chimiolithotrophes et les phototrophes. Alors, pourquoi on fait ça? Donc là, c'est parce que c'est en lien avec ces deux lignes ici dans l'introduction générale. C'est-à-dire que les bactéries sont capables de vivre sur tout et de tirer de l'énergie métabolique d'une grande variété de sources. Et aussi, les processus biochimiques qu'elles emploient, les bactéries, pour faire tout ça, peuvent être exploités pour nous dans des applications industrielles. Donc c'est pour ça qu'on regarde, on jette un regard sur les voies métaboliques des bactéries qui leur permettent de générer de l'énergie. Alors, oh, pourquoi c'est ça? Oh, bizarre ça. Alors, juste un petit rappel. Quand je parle de énergie métabolique, ça veut dire 3 choses. Donc, il y a 3 types de monnaie énergétique. On a de l'ATP, du NADH ou du NADPH et une force protomotrice à travers la membrane plasmique. Et ces 3 types d'énergie métabolique sont essentiels et nécessaires pour n'importe quelle bactérie. Donc l'ATP, essentiel pour un grand nombre de processus anaboliques, pour coupler un processus exergonique qui libère de l'énergie à une réaction qui est endergonique, qui a besoin de l'énergie pour avancer. Et donc ça, c'est important pour créer des polymères en général. Donc, un exemple, c'est toutes les réactions de polymérisation ont besoin d'un apport d'énergie pour que ça marche.
Donc, c'est de l'ATP, mais c'est aussi les autres nucléotides triphosphates. Par exemple, la synthèse de protéines sur le ribosome, chaque fois qu'on forme un pont peptidique, cela nécessite l'hydrolyse d'une molécule de GTP. Chaque fois lorsqu'on synthétise des lipides, le nucléotide triphosphate qui est utilisé, c'est le CTP. Et pour les polysaccharides, c'est l'UTP. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a regardé la voie de synthèse du peptidoglycane, c'était l'UDP qui était couplé à notre acide N-acétylmuramique, pas l'ATP. Pour ça, j'ai toujours été fasciné par ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de spécialisation entre les acides, entre les cofacteurs nucléotidiques triphosphate et le type de biomolécule qui va être synthétisé. Et l'ATP, c'est plutôt généraliste. Il est utilisé pour tout un tas de différents processus. L'autre chose que l'on avait vu, ATP est nécessaire pour le transport membranaire avec les transporteurs à cassette ABC. Alors, l'NADH ou l'NADPH est nécessaire pour les réactions d'oxydoréduction. Donc, si on a besoin d'effectuer une réaction chimique de réduction, il faut apporter des électrons. Et c'est le NADH ou le NADPH qui sera le cofacteur nécessaire pour ces réactions. Et donc, les exemples typiques de réactions d'oxydoréduction essentielles pour la bactérie, c'est lorsqu'on veut fixer le CO2 et le transformer en carbohydrate, c'est une réaction de réduction. Donc, il faut apporter des électrons et c'est le NADH qui fait ça. Si on veut former des lipides, les acides gras à partir d'un sucre, ben, c'est à nouveau une réaction de réduction. Donc, il faut apporter des électrons. Et aussi, chez les bactéries qui vont assimiler l'azote sous forme inorganique, donc si le nitrate est disponible, il faut d'abord réduire les nitrates en ammonium ou en ion d'ammoniac avant de les intégrer dans les acides aminés. Et donc, cette réaction de réduction, on a besoin de NADH ou NADPH. Alors, une autre utilité, une autre utilisation de NADH chez les bactéries qui effectuent la respiration, c'est de générer la force protomotrice. Et notre dernier type d'énergie, c'est la force protomotrice qui est essentielle pour le transport membranaire avec les transporteurs de symport antiport de protons. C'est essentiel pour faire bouger les bactéries via les flagelles. C'est le gradient de protons qui génère l'énergie pour faire tourner le flagelle. Et aussi, dans un grand nombre de bactéries, le gradient protonique permet de générer de l'ATP par le ATPA synthèse dépendant des protons. Donc on a ces trois types de monnaies énergétiques et les trois sont un petit peu interchangeables. Donc si on peut en générer l'un des trois, on peut générer les deux autres. Mais à la fin, on a besoin de tous les trois. OK, donc gardez ça un petit peu en tête. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la fermentation. Et la définition de la fermentation, c'est un processus métabolique qui permet de générer du NADH et de l'ATP à partir d'une source de carbone organique en l'absence de dioxygène ou d'un autre accepteur d'électrons inorganique. Mais en général, en absence d'oxygène. Et ça commence par la glycolyse. Donc, on va considérer principalement les voies de fermentation des sucres, d'accord, du glucose. Ce n'est pas les seules voies de fermentation, mais on va considérer principalement la fermentation de sucre. Et la fermentation de sucre commence par la glycolyse. La glycolyse commence avec le glucose et il termine avec l'acide pyruvique ou le pyruvates. Donc, nous, on dispose
dans nos cellules, pour la glycolyse, on dispose de la voie Embden-Meyerhof, mais il y a deux autres voies de glycolyse qui existent, la voie de Nair-Dudorov et la voie de pentose phosphate. Alors juste pour survoler la glycolyse par la voie d'Embden-Meyerhof, on commence avec du glucose. Ce qu'il faut faire, c'est de le phosphoryler et le transformer en fructose 1,6-bisphosphate. Et pour cela, la bactérie doit dépenser 2 molécules d'ATP. Donc, comme on avait vu avec l'import de glucose, la première étape dans la glycolyse, c'est la phosphorylation de glucose en glucose 6-phosphate. Ensuite, il est transformé en fructose 6-phosphate et puis ensuite on rephosphoryle, on donne ce qui nous donne fructose 1,6-biphosphate. Ensuite, dans la voie Embden-Meyerhof, le fructose 1,6-biphosphate est coupé en deux pour nous donner 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Et donc par la suite, toutes les étapes en dessous, c'est multiplié par 2, par molécule de glucose. Et jusque-là, on n'a pas généré de l'énergie métabolique dans notre voie de glycolyse. On a plutôt dépensé de l'énergie. Mais à partir de là, c'est là où on va récupérer notre investissement. Et on va pouvoir le récupérer grâce à cette réaction. C'est ce qu'on appelle la phosphorylation au niveau du substrat. Et lors de cette réaction-là, le glycéraldéhyde 3-phosphate incorpore une deuxième molécule de phosphate inorganique et cette phosphorylation est couplée à une réaction de oxydoréduction. Donc, le glycéraldéhyde 3-phosphate est à la fois oxydé et est phosphorylé. Et donc, pour que cette réaction marche, l'enzyme qui effectue cette réaction, c'est la glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase. Et cette enzyme nécessite le NAD+ comme cofacteur. S'il n'y a pas de NAD+, l'enzyme, la voie métabolique ne peut pas fonctionner. Alors, à partir de ce moment-là, on peut enlever les deux groupes phosphates qui sont présents sur le 1,3-biphosphoglycérate. Et ça va nous produire de la pyruvate. Alors, le rendement net de cette voie biochimique, la glycolyse, c'est 2 molécules de NADH plus 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Et le produit final, c'est-à-dire qui est un rejet, qui est un déchet, c'est 2 molécules de pyruvate. Alors, l'enzyme clé ici est la GAPDH, le glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase, parce que c'est cette réaction-là qui couple une réaction d'oxydoréduction favorable sur le plan énergétique à une phosphorylation. Et cette phosphorylation se fait un peu gratuitement là. Donc, pour incorporer cette molécule de phosphate inorganique, c'est ça qui gagne, c'est ça qui nous permet de gagner de l'énergie par la suite parce qu'on incorpore le phosphate gratuitement et on peut l'enlever et chaque fois qu'on l'enlève, on génère une molécule d'ATP. Donc ça, c'est OK, c'est bien. On génère du NADH et de l'ATP par notre voie de glycolyse. Alors, les deux autres voies de glycolyse, d'Entner-Dudorov et de la voie de pentose phosphate, font un peu la même chose, mais les détails sont légèrement différents, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes intermédiaires. Mais à chaque fois, on a la glycéraldéhyde 3-phosphate qui est présente, et cette partie de la voie, ici en bas, ça c'est conservé, parce que c'est cette partie de la voie de glycolyse qui permet de générer de l'énergie. Et c'est des parties un peu en amont qui sont variables. Donc, la voie Nair-Dudorov, on voit relargue un pyruvate un peu plus tôt et un pyruvate ici.
Et la voie pentose-phosphate, c'est un peu différent. Il libère un CO2 tout de suite. Il passe par le ribulose 5-phosphate. Donc c'est un sucre à 5 carbones. C'est pour ça que c'est la voie pentose-phosphate. Et lorsque cette ribulose 5-phosphate est coupée en deux, on a une molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate et une molécule d'acétylphosphate. Donc on n'a pas deux molécules de pyruvate qui sont libérées. Alors, si on compare un petit peu les différentes voies, on voit que le von Amder-Meyerhof, il donne deux molécules de NADH et deux molécules d'ATP. Les deux autres voies génèrent qu'une seule molécule d'ATP par molécule de glucose et deux ou trois molécules de NADH ou NADPH. Le problème avec ça, c'est que dans l'économie énergétique de la cellule bactérienne, la bactérie a besoin de plus d'ATP que de NADH. Donc notre voie ne fournit pas suffisamment d'ATP. D'accord? Donc on pourrait se dire, ouais, ok, mais on n'a qu'à faire tourner notre glycolyse de plus en plus et on finira par en avoir assez d'ATP. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on va transformer tout le NAD+ dans la bactérie en NADH. Donc il n'y aura plus de NAD+, la forme oxydée, et ça va être un problème. Parce que le NAD+ est le cofacteur essentiel pour notre enzyme, la glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase. Et c'est ça l'enzyme qui effectue l'étape essentielle dans tout le processus. Donc on a absolument besoin de se débarrasser des électrons qui sont stockés sur le NADH afin de régénérer le NAD+. C'est ça qui permettra de faire tourner la glycolyse pour générer de l'ATP. Donc il faut se débarrasser des électrons. Donc c'est pour ça qu'il faut un accepteur d'électrons. Mais on a dit que la fermentation, c'est un processus qui a eu lieu en absence de dioxygène ou d'un autre accepteur d'électrons inorganiques. Donc il faut les mettre quelque part. Ben alors, on a une tonne de pyruvate qui est quelque part là, parce qu'on a juste transformé notre glucose en pyruvate, qu'on va jeter sinon. Donc c'est ça qui est là, disponible, sur lequel on peut mettre des électrons sur le pyruvate, parce qu'on ne va pas l'utiliser. Et à la fin, toutes les voies de fermentation sont basées sur cette idée. La fermentation permet de faire quoi? La fermentation sert à recycler le NADH qui est produit en trop grande quantité par la voie de la glycolyse. Les voies de fermentation permettent de recycler cet NADH en NAD+, et donc le NAD+, est disponible pour l'enzyme, le glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase, qui effectue cette étape essentielle dans la glycolyse. C'est ce qui nous permet de faire de l'ATP. Donc si je couple la glycolyse à une voie de fermentation, je recycle le NAD+ en NADH et en NADH en NAD+. Ça fait que tourner et ça me permet de générer à chaque fois de l'ATP. D'accord? Donc c'est ça l'utilité de la fermentation pour les bactéries. Alors, il existe, donc voilà, donc la fermentation permet la production en continu de l'ATP en oxydant le NADH en NAD+. Alors, il y a plein de voies de fermentation employées par des bactéries. Parce que différents types de bactéries sont confrontés au même problème et elles ont adopté différentes solutions. Mais à la base, l'accepteur d'électrons, c'est le pyruvate. Ou parfois un autre molécule organique, mais qui est toujours dérivé du glucose qui était à l'origine de la voie métabolique. Donc, le pyruvate, comme j'avais noté sur la diapo, c'est dérivé de notre source de carbone initiale, le glucose.
Donc, il n'y a pas d'accepteur d'électrons externe. Donc, notre source d'électrons pour la voie métabolique de notre bactérie, c'est du glucose. Et l'accepteur d'électrons dans la fermentation, c'est quelque chose qui est dérivé du glucose. Donc, on n'a pas d'accepteur d'électrons externe, quel qu'il soit inorganique ou soit de dioxygène ou une autre molécule organique. Alors, on va regarder chacune de ces différentes voies de fermentation les unes après les autres, en commençant avec les voies les plus simples. Donc, probablement, la voie de fermentation la plus simple, c'est la fermentation lactique. Et la fermentation lactique, c'est la transformation de l'acide pyruvique ou le pyruvate en acide lactique. Donc, notre pyruvate est réduit par le NADH. Donc, on voit que ce groupement cétonique, ce groupement cétone, devient un groupement alcool, en OH. D'accord ? Donc, on a une réduction ici. Et cette voie de fermentation est très répandue. On le trouve chez différentes espèces de Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus et plein d'autres genres de bactéries. Alors, la fermentation lactique peut être homo- ou hétérolactique. Une fermentation homolactique produit l'acide lactique comme seul produit de fermentation majeur, tandis que les voies de fermentation hétérolactique libèrent de l'acide lactique plus autre chose. Alors, ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile dans l'industrie laitière. Donc, si on prend... Ah, mais qu'est-ce qui m'a fichu là? Ça m'énerve avec ça. Là. Si on prend le lait, qui est un substrat riche en lactose, en sucre, tout le monde sait que le lait ne se conserve pas très très bien. Et encore aujourd'hui, si on le conserve, c'est grâce à la réfrigération. Mais si on veut le conserver sans avoir un frigo, ben, il faut transformer ce sucre en autre chose. Et une des façons de le faire, c'est de fermenter le lait dans des conditions contrôlées. Donc, si on inocule un ferment lactique composé de Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii, autrement connu sous le nom de Lactobacillus bulgaricus, et c'est techniquement Lactobacillus delbrueckii sous-espèce bulgaricus. On met les deux, on incube 43 à 46 degrés pendant 3 à 6 heures et ça nous donne de yaourt. Donc, je ne sais pas si vous faites ça à la maison, mais une yaourtière, c'est ça. Il chauffe un peu le lait avec le ferment lactique. On met un petit peu de lait en poudre pour apporter un peu plus de protéines et rendre notre yaourt un peu plus solide. Et lors de cette fermentation-là, ce qui va se passer, c'est que d'abord le Streptococcus thermophilus va commencer à pousser. Elle va consommer tout l'oxygène qui peut rester dans notre lait, et elle va aussi diminuer le pH un petit peu. Et c'est là où le Lactobacillus bulgaricus prend la relève, parce qu'elle a besoin des conditions sans oxygène, et elle est plus acidophile que le Streptococcus thermophilus. Et donc le Lactobacillus bulgaricus va continuer le processus de fermentation et réduire encore plus de pH. Donc notre produit fini va avoir de l'acide lactique qui comprend à peu près 1% de la masse de notre yaourt, et ça va donner un pH de environ 4,4. Et cette pH acide, c'est ce qui va coaguler les micelles de caséine et de protéines du lactosérum, et c'est ça qui nous donne l'aspect un peu gélifié de notre yaourt. D'accord ? Et un yaourt se conserve beaucoup mieux que le lait.
que dire pour ça? Oui, l'autre chose à dire pour ça, c'est que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut les deux souches de bactéries. Si on met l'une ou l'autre, ça ne marche pas bien. Parce que si on met que le Streptococcus thermophilus, la fermentation s'arrêtera à un pH qui est supérieur. Et ça ne sera pas bien, ça ne se conservera pas bien et les yaourts restera trop liquide. Si on n'a que le Lactobacillus bulgaricus, en fait, elle n'arrive pas bien à démarrer sa croissance au pH neutre. Donc, la fermentation ne démarre pas. Il faut vraiment l'association des deux pour que ça marche. Alors, un autre produit fermenté à base du lait, c'est la crème fraîche. Et ça, c'est un produit qu'on utilise, qu'on fabrique à partir de la crème. Et cette fois-ci, les bactéries lactiques qu'on ajoute, c'est pas les mêmes. Donc, c'est un mélange de Lactococcus lactis, sous-espèce Crumoris, divers Lactococcus lactis, sous-espèce lactis, et éventuellement des leuconostocs. Cette fois-ci, notre fermentation, c'est une plus faible température pendant plus longtemps, et c'est ça qui nous donne la crème fraîche. Pareil, le pH diminue à un pH de moins de 5, et c'est ça qui nous permet d'avoir une conservation un peu plus longue de la crème. Alors, les produits de fermentation mineurs sont importants pour la qualité gustative. Et donc, des autres souches qui sont présentes dans les ferments ici sont vraiment importantes pour voilà, d'avoir un bon goût à notre crème fraîche. Et le Conostoc, ça va être ça son activité principale ici, de réduire l'acétaldéhyde en éthanol pour enlever un goût désagréable. Donc, différents ferments, différentes températures de fermentation, et ça c'est un peu lié. Okay? Donc ici, on est chez des bactéries qui sont thermophiles, et elles poussent, on ne peut pas faire un yaourt bien avec ces conditions de fermentation. Parce que ces bactéries-là, elles ne poussent pas bien à 20-25 degrés. Et aussi, les conditions thermophiles vont aussi avoir une action pour empêcher d'autres bactéries à contaminer notre yaourt. Alors, un autre processus de fermentation lactique, c'est la production de fromage. Donc, à nouveau, on commence avec le lait et on rajoute dedans les ferments lactiques qu'on appelle les bactéries lactiques starter. Donc, on appelle ça le SLAB, Starter Lactic Acid Bacteria. Et les SLAB sont le mélange de Lactococcus lactis, sous-espèce lactis, et Lactococcus lactis crumoris. On incube 30 degrés pendant 1 ou 2 heures. Donc, en nouveau, c'est une fermentation très très rapide. Le pH est diminué très très rapidement. On rajoute de la présure qui va séparer le mélange en caillé et en lactosérum. Le lactosérum, on va le jeter. Et le caillé, on va le mouler et le presser et on va le traiter au sel. Et ensuite, on va donc presser tout ça, on va éliminer un peu l'eau, on met en affinage pendant plusieurs mois à température de cave. Et c'est là où les bactéries lactiques non starters, les NS-Lab, vont prendre le relais. Donc elles sont présentes dans notre lait depuis le début, mais elles ne poussent pas bien à température élevée. Donc elles n'ont pas poussé ici. Elles ont besoin d'un pH acide pour pousser. Donc, elles continuent à pousser lors de l'affinage. Et c'est ça qui est responsable du développement des qualités gustatives du fromage, du développement du goût. Donc, un exemple de l'action d'une bactérie lactique non starter, c'est le Propionibacterium freudenreichiae qui est présente dans l'emmental. Et cette bactérie-là est capable de continuer à fermenter l'acide lactique et de le transformer en 2 molécules d'acide propyl.
Ok, bon, on va devoir sortir. Tout le monde sort par là et on va vers point de rassemblement, s'il vous plaît. Tout le monde reste au point de rassemblement.